Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le premier débrief hors podcast habituel hebdomadaire concernant l'Euro 2024. Et le sujet du jour, c'est l'Italie, la Nazionale, la Squadra Azzurra. La déchéance, ou plutôt ce que je pourrais appeler une simple logique de son élimination contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2024. Cette Italie-là, championne d'Europe en titre, on pouvait s'attendre à ce qu'elle essaye de défendre brillamment son titre obtenu en 2021. Titre obtenu sous la coupe de Mancini, avec comme leader des joueurs exceptionnels, extraordinaires comme Chiellini, qui est un très immense joueur, un des meilleurs défenseurs de la décennie 2010. Difficile de le contester, tant il a été un joueur majeur de la Juve, 9 fois championne d'Italie, tant il a été un élément majeur de cette Italie-là, où il a fait finalement 2 finales d'Euro, 2012-2021, où il réussit à gagner la deuxième. Et donc cette Italie-là, amputée de quelques joueurs qui prennent leur retraite, c'est tout à fait normal, hein, bien évidemment, Chiellini n'est pas éternel, Bonucci également, entre autres, devait aller participer donc à cet Euro 2024 pour essayer de défendre son titre. Je ne l'ai de mon côté placé pas en tant que favori, étant donné que j'ai toujours dit, toujours pensé et toujours affirmé que ce qui s'est passé en 2021 c'est pas de la chance, parce qu'on peut pas dire qu'on gagne quelque chose avec on gagne un tournoi majeur avec de la chance. Mais disons que il y a eu un moment où il y a eu des étoiles qui se sont alignées, qui ont fait en sorte que l'Italie a pu gagner en ayant des manquements, notamment offensifs, où Chiesa a globalement surnagé, mais c'était très faible offensivement. Mais par contre, défensivement, c'était extraordinairement bon, solidaire, fort. Et c'est ce qui a permis, du moins, cette Italie-là de gagner cet Euro-là. Vraiment, c'est la solidité défensive de cette équipe-là et cette solidarité qui a fait qu'ils ont pu gagner en 2021. Mais ça a aussi été facilité par le fait que la France, du moins, se fasse piteusement éliminer face à la Suisse. C'est qui a ouvert, en fait, une voie pour permettre à l'Italie, du moins, de passer plus facilement, de gagner d'Euro 2020 qui a été fait en 2021, mais du moins là où l'équipe d'Italie aurait pu du moins affronter potentiellement la France, hein, attention, parce que c'est forcément du potentiel, vu que l'Italie a fait Italie, Belgique et ensuite Espagne en demi-finale. Mais bien évidemment que la Belgique était un match-up ultra favorable à l'Italie, parce que, étant donné qu'on connaît sa puissance offensive, tu sais que l'Italie aurait été prudente. Et elle l'a été. En demi-finale contre l'Espagne, encore plus favorable match-up, pour la simple et bonne raison que tu te dis que l'Espagne à ce moment-là était l'apologie de la possession stérile. Mais par contre, contre la France, ça aurait été une autre paire de manches. Parce que ce qu'aurait représenté Griezmann, Benzema, qui était en feu, et Mbappé, même si Mbappé était moins bon à ce moment-là, c'est un triple danger que l'Italie aurait eu du mal à combler. Et bien évidemment, la finale, l'Angleterre, on connaît l'Angleterre. Hein, l'Angleterre, c'est les éternels floppers. Donc, dès que j'ai vu la finale Italie-Angleterre, je savais que l'Italie allait être champion d'Europe. Quels que soient les talents que tu mets en Angleterre, ils allaient finir champion d'Europe, l'Italie, c'était sûr et certain. Mais je pense que vraiment, si la France aurait affronté l'Italie, j'aurais
difficilement vu l'Italie gagner contre cette équipe de France-là, puisque la France avait vraiment tout pour pouvoir aller au bout. Mais l'Italie a brillamment gagné cet euro. Là. Par contre, en 2024, je me suis dit, ils ont réussi une fois à faire le hold-up, entre parenthèses, pas deux. Pas deux parce que les autres équipes, au vu des, par exemple, Danemark demi-finaliste, République tchèque quart de finaliste, enfin, il y a les petits, entre parenthèses, se rebiffent. Les petites équipes se rebiffent, n'ont pas peur, montrent qu'il y a quand même un certain niveau, on tend de plus en plus à une certaine homogénéité en termes de niveau, même si les plus forts restent les plus forts, mais le niveau moyen tend à augmenter. Et on le voit quand même quand on voit les performances de l'Autriche, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Géorgie, du Danemark. Enfin, le Danemark a quand même fait demi-finale de l'Euro 2020, donc quand même. Mais tu vois la Turquie, tu vois l'Autriche qui finit premier de son groupe, tu vois la Roumanie qui finit premier de son groupe. Enfin, la Géorgie qui se qualifie pour le premier tournoi, enfin, leur premier tournoi majeur, ils arrivent à se qualifier. Il y a quand même une certaine homogénéité, il y a des grands et des petits, mais on tend à ce qui est de très grands, plus de petits, ou du moins on ne peut pas les petits, les grands ne peuvent plus sous-estimer, parce qu'ils peuvent arriver à des cas où, attention. Et cette Italie-là, bien que, championne d'Europe en titre, j'avais des doutes, dans tous les cas, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes, pour la simple et bonne raison que cette Italie-là, cette sélection, cet effectif, il y avait des manques, il y avait des manquements. Offensivement, c'est extrêmement faible. Aujourd'hui, dans cette sélection-là, tu peux sélectionner un joueur comme Retegui. En Argentine, il n'a pas du tout sa place. Enfin, en Argentine, on ne le calcule même pas, parce qu'il est argentin de base, naturalisé italien. On ne le calcule même pas. Un El Shaarawy, 31 ans, un joueur qui n'a jamais montré le, entre parenthèses, potentiel qu'il avait montré, fait entrevoir il y a 10 ans, dans cette fameuse saison où il met 16 buts en championnat en 2012-2013. Enfin, ça a été c'est un bon joueur sans plus, mais enfin, El Shaarawy, ça n'a jamais été un joueur transcendant. C'est ça que je veux dire. Oui, ça devait être un espoir, mais ça n'a jamais été un joueur transcendant. Et aujourd'hui, tu te dis, mais ce mec-là, il a une place en sélection. Waouh. Waouh. Je suis désolé, mais des joueurs comme Orsolini qui sort d'une très belle saison, un joueur comme Matteo Politano, les deux n'ont pas plus leur place que El Shaarawy en sélection. Les deux n'ont pas plus leur place qu'El Shaarawy en sélection. J'en doute très fort. Le poste de neuf également, énorme problème. Scamacca, oui, il fait une bonne saison. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Oui, mais en Italie, ça n'a jamais été transcendant. Il galère en Italie. Il galère en sélection. Scamacca galère en sélection. Faut dire ce qui est. Scamacca galère en sélection. Je ne pense pas qu'il ait mis plus de 3 buts en sélection. Gianluca Scamacca. Certes, il a été très intéressant à l'Atalanta. Je suis tout à fait d'accord. Mais de là, le prendre pour un goléador, le mec qui va carrer l'attaque, non. Raspadori, c'est pas mal. Mais c'est tendre également. Il a fait, à Naples, pour l'instant, il confirme. C'est pas encore ça. À Sassuolo, oui, il a montré de très bonnes choses, mais à 24 ans... Bon, après, il a du temps, attention. Il a 24 ans, il est encore jeune, mais pour l'instant... Et encore, je ne le considère pas comme un neuf. Moi, je le considère comme un joueur capable de jouer un peu partout. Mais c'est difficile. Retegui... Retegui, je ne lui jette pas la pierre. Parce que concrètement, pour moi, c'est un joueur qui ne devrait jamais être en nationalé. Rien que le fait qu'il soit en nationalé, c'est extraordinaire pour lui. Zaccagni, c'est un joueur qui doit être sur le banc. Oui, voilà, qui doit être sur le banc, tout simplement. Et là, c'est pas mal, oui. Comme sub. Ok, pas de problème. Au milieu de terrain, moi, Cristante, je trouve que c'est un joueur quand même assez faible.
franchement, Cristante en sélection, c'est difficile également. Jorginho, oui, c'est le seul 6 de haut niveau disponible, mais c'est encore une fois c'est moyen. Moi, je suis pas fan, j'ai jamais été fan de Jorginho, je dis la vérité, je vais pas mentir. Et en 2021, l'apport de Verratti était quand même très, un poil sous-estimé, mais il a eu un impact gigantesque au milieu de terrain. Et on a pu voir d'ailleurs dans cet Italien-là qui manquait d'une vraie tour de contrôle, qui n'est pas Jorginho d'ailleurs au passage. Verratti manque énormément à cette équipe-là au milieu de terrain parce qu'il manque en fait ce 6-là de haut niveau. Pellegrini, encore une fois, c'était pas mauvais, mais pas transcendant non plus. Barella qui a soufflé le chaud et le froid. On parlera sur son dernier match, mais très compliqué également. Et les gars, et les suiveurs savent à quel point je défends en général Barella. En défense, c'était... Il y a eu l'éclosion de Calafiori. Clairement, il y a eu l'éclosion de Calafiori, qui est une très belle surprise sur cet Euro. Buongiorno qui a malheureusement pas eu du tout de temps de jeu. C'est dommage. Moi, je pensais qu'il allait avoir plus de temps de jeu, mais il n'en a pas eu quasiment dans cet Euro. Là où Calafiori, clairement, il a, je pense, été une des belles surprises côté Italie. Bastoni, il a été bon, mais je m'attends quand même à mieux au vu de tout son background. Je m'attendais à mieux de sa part. Il a été bon sans plus. Pas transcendant, mais il a été bon sans plus. Di Marco, c'est compliqué également dans une défense à 4. C'est pas son poste préférentiel. Par contre, lorsque bizarrement l'Italie a joué à 3, ça a quand même été mieux. Mais c'était compliqué également. C'était vraiment compliqué dans une défense à 4. Di Lorenzo, franchement très décevant. À mon sens, c'est assez décevant. Vraiment, c'était compliqué pour lui cet Euro-là. Par contre, le joueur dont j'ai rien à lui reprocher, ou vraiment pour le coup, et Dieu sait que je suis dur avec lui, parce que je parle beaucoup du fait qu'il a d'énormes qualités mais d'énormes défauts. Mais Gianluigi Donnarumma, meilleur joueur italien de cet Euro, sans aucune discussion possible. Et je suis ouvert au débat, mais que quelqu'un vienne me dire qu'il y a un meilleur italien que Gigio Donnarumma, qui a été pour moi quasiment parfait sur cet Euro, je peux vraiment rien lui reprocher. Vraiment rien lui reprocher. Il a été vraiment impeccable. Alors oui, il n'a pas fait... Il n'a pas fait de clean sheet, oui, ok, d'accord. Mais je suis désolé, irréprochable. C'est le seul joueur italien où je ne peux rien lui dire. Rien. Parfait. Spalletti, je lui en veux un peu dans le sens où, pour moi, au vu de cet effectif-là, il aurait normalement dû jouer avec 3 défenseurs. Et je pense que ça aurait été la meilleure solution de jouer éventuellement en 3-5-2 ou en 3-4-3, mais plus le 3-5-2. Parce que cette volonté de jouer avec notamment deux milieux au cœur du jeu, pour moi, ça, c'était une erreur. Mais totalement débile. Son 4-2-3-1, là, pour moi, ça a été une erreur monumentale. C'est dans le sens où tu ne maximises déjà pas... tu ne maximises pas l'apport de Di Marco. Dans un milieu à 2, Jorginho, Barella, c'est pas qu'il n'est pas fait pour jouer au cœur du jeu. Ce n'est pas son poste. Le poste préférentiel de Barella, c'est lorsqu'il joue dans une position de 8. Dans une position de 8 où il y a un Regista qui était, et notamment un Jorginho ou Verratti en sélection, et Brozovic ou Akan Çalhanoğlu.
sa position préférentielle n'est pas au cœur du jeu parce qu'en fait, tu réduis son apport offensif. Lui est meilleur lorsqu'il a la capacité de pouvoir se projeter, de pouvoir être un box-to-box. Le placer aussi bas dans le jeu, pour moi, ce n'est pas bon et tu ne maximises pas tu ne maximises absolument pas ses capacités. Et ça s'est vu, notamment contre l'Espagne, où cette formation elle a clairement montré ses limites. Elle a clairement montré ses limites. Et c'est dommage. C'est dommage parce que en soi, il y avait on pouvait mieux faire avec cette sélection-là, mais il s'est trompé sur la formation. Enfin, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Vraiment très compliqué. Et malheureusement, ça a pas payé. Mais il y avait des limites. Il y avait des limites dans cet effectif-là. L'Italie, moi, je les voyais absolument pas parmi les favoris. Je les voyais comme des outsiders. Et voilà, cette élimination en huitième de finale-là montre tout simplement que c'était une vraie parenthèse enchantée, cet Euro 2021. Euro 2021, donc c'est, je pense, une défaite positive parce que là, pour le coup, enfin, défaite positive, avec le fait que l'Italie ne fasse pas plusieurs Coupes du Monde, ça aurait normalement dû faire fonctionner les cerveaux, mais c'est une défaite logique, comme certains journaux l'ont dit. La Suisse a un Chaka. La Suisse a un Chaka, l'Italie n'en a pas. La Suisse a une tour de contrôle, l'Italie n'en a pas. Et parfois avoir une tour de contrôle, c'est assez important, c'est vital au milieu de terrain. La Suisse, pardon, parce que c'est la Suisse. La Suisse a des joueurs capables de pouvoir changer le jeu, tu vois, des mecs comme Ndoye, comme Vargas, comme Mbolo. Déjà assez rapide, hein. D'ailleurs, Mbolo, bravo à lui d'être bien revenu de cette grosse blessure ses croisés. Mais ce que je voulais dire concernant donc la Suisse, c'était que aussi parfois c'est pas forcément le talent qui prime, parce que un Vargas, un Ndoye, Ndoye a été il joue en Italie et habitué à la Serie A, hein, donc certains joueurs il les connaît déjà. Brel Mbolo qui a un certain background, et Vargas qui joue en Allemagne, mais avoir des joueurs qui jouent à leur poste et des joueurs virevoltants, c'est aussi intéressant. Le 4-3-3 de Spalletti, pour moi, est une erreur. Mais cette formation, pour moi, est faite pour jouer à 3. Elle a beaucoup de bons joueurs en défense centrale. Elle devrait jouer à 3. Se limiter à jouer à 2, c'est un peu bête, je trouve. Mais bon, ça a été la volonté de Spalletti. Mais je trouve que c'était une erreur. Alors qu'elle aurait très bien pu jouer avec deux pistons qui auraient été Di Marco et Di Lorenzo. Et éventuellement, tu joues avec Chiesa et Zaccagni, ou Chiesa à gauche. Et si tu avais été intelligent, tu aurais pris Politano ou Orsolini à droite. Ou tu fais un 3-5-2 dans lequel tu mets un joueur aux côtés de Scamacca, un Raspadori-Scamacca. Je trouve qu'un Raspadori qui tournerait autour de Scamacca, ce serait intéressant. Raspadori, pour moi, c'est pas un attaquant de pointe, mais c'est un joueur qui tourne autour du 9. Et ensuite, éventuellement, selon le matchmaking, le 3-5-2, tu le transformes en 3-4-3, tu vois, au fil du match, ou 3-4-2, tu vois. C'est pas impossible. Et ça aurait apporté de la variété, mais après, Spalletti n'est pas un adepte aussi de la défense à 3. C'est aussi cela. Mais bon, la Suisse fait... La Suisse mérite à 100% sa qualification en quart de finale. La Suisse a parfaitement joué sur les faiblesses de cette sélection-là. L'Italie, où c'est très compliqué offensivement. Scamacca, je ne vais pas lui jeter la pierre. Il a même pas eu de ballon sur ce match-là. Enfin, ça a été très difficile. Bon, déjà, tu fais un
trio au milieu, Barella, Fagioli, Cristante, je sais pas qu'est-ce que tu as cherché à vouloir faire. Donc bon, voilà. Je comprends pas. Dans ce match-là, Barella aurait dû normalement, pour moi, sortir à la mi-temps. Il était diminué depuis beaucoup de minutes déjà. Il n'aurait jamais dû jouer 64 minutes. Franchement, pour le coup, il n'aurait pas dû jouer 64 minutes. Et Shaarawy, je comprends pas ce qu'il fait en sélection. Enfin, c'est lunaire le fait de l'avoir fait revenir. Enfin, il n'a pas le niveau. Il a le niveau pour jouer dans une équipe de milieu de tableau en Serie A. Mais le véritable problème, je pense, dans cette sélection-là, c'est qu'il y a très peu de joueurs rompus à des matchs de très haut niveau, tout simplement. Là où des joueurs d'expérience, t'en as à un H. Des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont l'habitude de jouer énormément de matchs européens, etc. T'en as au moins à chaque ligne au niveau de la Suisse, par exemple, quasiment. Mbolo, c'est un peu différent. Mais ce que je veux dire, c'est que un Xhaka, enfin Freuler aussi, il a quand même eu de belles joutes européennes avec l'Atalanta. Lorsqu'il était là-bas, sur les plusieurs années, il a été là lorsqu'Atalanta fait quart de finale notamment de Ligue des Champions. Xhaka qui a une énorme expérience, que ce soit ce qu'il a fait donc au Borussia Mönchengladbach, à Arsenal, au Bayer Leverkusen aussi, il a été extrêmement important. D'ailleurs, je pense que pour moi, Xhaka va être listé au Ballon d'Or, et ça serait complètement mérité. Aussi également un Ricardo Rodriguez également qui est expérimenté, un Akanji également qui est expérimenté en termes de matchs européens, de matchs internationaux, aussi de matchs à pression également. Yann Sommer aussi, et ce qui fait que au final, tu regardes cet effectif, tu regardes les trois de devant, pas si expérimenté que ça. Au milieu de terrain, t'as qu'un Barella qui est très expérimenté. En défense, t'as un Bastoni, t'as un Darmian qui est censé être remplaçant. Mais véritablement, il y a globalement que les intéristes de cette sélection-là qui sont rompus aux joutes européennes, qui sont rompus à avoir beaucoup de matchs à pression. Éventuellement un Jorginho, mais normalement, dans cette sélection, il doit y avoir une majorité de joueurs de la Juve, du Milan et éventuellement de l'Inter. Parce que ce sont normalement ces trois équipes-là qui sont habituées à jouer les matchs en Europe. Donc, avoir une équipe qui a l'habitude de jouer ces matchs-là. Par exemple, en 2021, ils ont été guidés par un Chiellini qui est habitué à jouer ces matchs-là. Bonucci qui est habitué à jouer ces matchs-là. Donnarumma aussi, je l'oubliais, mais bon, je parle des joueurs de champ. Le gardien aussi, c'est important, mais je parlais plus des joueurs de champ. Où au final, tu regardes cette sélection, il y a très peu de joueurs qui sont habitués à jouer. Il y a très peu de joueurs qui ont un gros passif européen. Et c'est ça aussi qui fait défaut, je pense. C'est cela aussi qui fait défaut. Et c'est cela aussi qui fait défaut. Et ça paye cash, ça le paye cash. À un moment, quand tu joues des matchs à pression, des matchs de haut niveau, c'est bien beau d'avoir des joueurs de la AS Roma, de la Lazio qui sont habitués à jouer l'Europa League. Ouais, c'est bien, mais l'Euro, c'est pas l'Europa League. L'Euro, c'est le top. Et on veut des joueurs qui sont habitués à jouer des matchs de top niveau. Ce qui n'est pas le cas de cette nationale. Et après, si on veut aller dans un débat parallèle, mais bon, ça, on le répète encore année après année, il y a un problème à la formation. Il y a un problème à la formation. Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu de joueurs de très très haut niveau qui jouent, très peu de joueurs à très très haut niveau, et qu'il y a autant de carences, que ce soit au milieu de terrain, même s'il y a des bons joueurs qui arrivent, et surtout en attaque. Pourquoi autant de carences ? Comment se fait-il qu'il y ait autant de carences dans cette sélection-là, dans une aussi grande sélection, et aussi, que ce trou générationnel soit aussi long, en fait. Soit aussi long. Parce qu'on peut avoir un trou de 3-4 ans. Bon, ça peut arriver. En Allemagne, ils l'ont eu, etc. Je l'entends. Et là, quand on voit certains des nouveaux joueurs qui sont en train d'émerger, un Wirtz, un Musiala, par exemple, tu vois qu'il y a des gros talents. Bon, même si Musiala,
c'est un peu particulier parce qu'il a joué avec les jeunes en Angleterre et qu'il aurait techniquement pu être anglais. Mais voilà, l'Angleterre, ben, ils ont fait un travail de fond et ça a payé également. Et ça a payé. Mais c'est sur 10 ans qu'ils ont fait ce programme-là. Mais même si ce programme-là, parce qu'en termes de talent, l'Angleterre en a. Mais c'est surtout pour là où Southgate même a gagné, c'est que il a créé il a réussi à faire créer une génération qui sont pas habitués à se détester. C'est que il y a au moins cette unité en sélection. Ce qui manquait dans la génération précédente, qui était aussi pétrie de talent. Les Rooney, Son Rooney, Scholes, Sol Campbell, John Terry, et j'en passe. Ashley Cole, et j'en passe. Une équipe en or, mais qui était tellement minée par les rivalités de clubs qu'il n'y arrivait pas. Et bien justement, ça, c'est justement ce qui aurait pu tuer l'Espagne, mais bizarrement, ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que, bonne question, j'aimerais bien d'ailleurs savoir pourquoi, mais au maximum de la rivalité, c'est vrai qu'au maximum de la rivalité au milieu des années 2000, enfin au tout début des années, fin de milieu 2010 en Espagne, l'équipe aurait très bien pu imploser, mais peut-être, mais il y a cette chose-là qui a fait que non, et ça a donné 2-0, une Coupe du Monde. Donc, là où en Angleterre, ils n'ont pas réussi à le faire. Par contre, en Italie, il y a un trou générationnel, et c'est rigolo de dire, oui, mais il y a eu le Decreto Crescita qui faisait que on pouvait attirer des gros joueurs étrangers, ça nuit à la formation italienne. Ouais, mais non, déjà, parce qu'en Angleterre, simple exemple, la Première Ligue, il y a plus d'étrangers que de joueurs anglais. Il y a plus de joueurs étrangers que de joueurs anglais. Mais par contre, en Angleterre, ils responsabilisent très tôt les joueurs. Si t'es bon à 18 ans, t'es bon à 18 ans. T'es bon à 20 ans, t'es bon à 20 ans. En Italie, il y a déjà ce changement de mentalité qui doit avoir lieu. Un joueur jeune qui est fort, c'est un jeune joueur qui est fort. Déjà, s'il y avait cette mentalité d'arrêter de faire croire qu'il y a besoin de 5000 prêts à un joueur pour qu'il s'aguerrisse, on n'en serait pas à avoir des joueurs qui, au même âge, parce que je suis désolé, un Raspadori aujourd'hui, a 24-25 ans. Raspadori, 24-25 ans. Aujourd'hui, t'as des joueurs qui peuvent être performants dès 16, 17, 18 ans. En Italie, ils n'auraient jamais leur place. Par exemple, Mbappé, 18 ans, je ne suis absolument pas sûr que s'il était italien, il aurait eu du temps de jeu. On lui aurait laissé avoir autant de responsabilités qu'avait eu Mbappé en 2018, par exemple. Ça, c'est impossible. On n'aurait jamais donné à un Italien de 16 ans, si Yamal était italien, on lui aurait jamais donné autant de responsabilités. Enfin, mais pour le coup, Yamal, c'est lui qui les a récupérés, puisque c'est lui qui est bon, c'est lui le détonateur, etc. Mais il n'aurait jamais pu être autant responsabilisé, pardon. Voilà. Il n'aurait jamais pu autant être responsabilisé, parce qu'on a dit, oui, mais il est jeune, il est tendre, il ne peut pas. Ouais, mais ça, cette mentalité-là, il n'y a que l'Italie quasiment qui l'a, cette mentalité. De vouloir tellement... Je ne sais même pas si c'est couvé ou le fait d'avoir une non-confiance aux joueurs non-confiance aux joueurs jeunes, mais je pense que c'est un peu des deux, qui fait que derrière, c'est assez compliqué de pouvoir leur donner du temps de jeu et de faire en sorte qu'ils s'aguerrissent. Ou, solution 2, oui, mais ils peuvent jouer ils sont en prêt, mais dans des clubs comme Bologne, comme Sassuolo, pour qu'ils s'aguerrissent et après les équipes de top niveau les récupèrent. Ouais, mais c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. T'as pas forcément besoin de prêter ton joueur pour qu'il soit performant. S'il est fort, il est fort. Voilà. Un Valentin Carboni, il est bon, il montre des bonnes choses en prêt, il est en sélection argentine, il est très aimé de la sélection. Ouais, mais en Italie, à l'Inter, il n'a pas de place. Mais il pourrait avoir de la place en sélection. Il pourrait avoir de la place en club, pardon. Parce que si on le voit comme un joueur spécial, ben, montrons que c'est un joueur spécial. Barella, il a des responsabilités jeunes. Derrière, il a montré. Bastoni, il a des responsabilités jeunes. Derrière, il a montré.
pourquoi il y a qu'en Italie où on est aussi frileux avec les jeunes joueurs? Et déjà, de deux, qu'est-ce qui se passe au niveau de la formation pour qu'il y ait autant de gap de qualité contre que ce soit l'Angleterre ou la France ou le Portugal, qui forment énormément de bons joueurs, et l'Italie? En deux. Et trois également, comment, comment en fait il peut y avoir un tel gap entre les joueurs et les entraîneurs? Parce qu'autant en termes de coaching, bah, l'Italie, ça va très bien globalement. Mais en termes de joueurs, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est que les entraîneurs ont les idées, mais on ne comprend pas pourquoi ça ne se répercute pas sur les joueurs. C'est que, logiquement, si tu formes de très bons entraîneurs, c'est que derrière, tu as un vivier de personnes capables d'inculquer les bonnes choses aux bons joueurs. Donc, comment se fait-il que tu as les bons joueurs, tu as les mecs capables d'eux, mais que derrière, ça ne rejaillit pas sur les joueurs? Ça, c'est vraiment un mystère où j'ai du mal à capter. Mais c'est vraiment très étrange. Si encore tu as les joueurs et tu n'as pas les coachs, comme il peut y avoir parfois en France, où il n'y a pas énormément de... On se dit, bon, c'est la formation des entraîneurs, c'est un peu compliqué, peut-être qu'on est un peu arriéré en termes de mentalité, etc. Bon, voilà. Mais quand tu vois que la formation en termes de coach italien, ben, s'exporte bien à droite, à gauche. Tu vois un De Zerbi, tu vois un Fagioli, tu vois d'autres coachs italiens qui arrivent à avoir des résultats quand même. Inzaghi, des coachs italiens qui arrivent à avoir des résultats en Europe, sur différents championnats. Mais ça ne se retranscrit pas sur les joueurs italiens. La formation de coach en Italie est bonne, très bonne. Mais comment se fait-il qu'ils galèrent en tant que joueur? C'est que donc il y a un problème structurel, il y a vraiment un problème structurel. Bon, ça fait depuis 15 ans d'ailleurs que c'est compliqué en termes de joueurs aussi. Mais il y a vraiment un problème structurel. Parce que c'est plus compréhensible d'avoir des coachs moyens et des très bons joueurs que d'avoir des très bons coachs et des joueurs moyens. C'est plus compréhensible, ça se comprend plus. Mais en Italie, il y a ce truc-là. Et franchement, moi, je pense qu'il va devoir y avoir des très, très grosses réunions, qu'il va devoir avoir des grosses réunions, une remise en question profonde au niveau de la nationale. Parce que là, vraiment, ça va plus. Et est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 ? À voir, hein. À voir, parce que c'est pas donné, c'est pas dit. Et surtout, s'ils se qualifient en Coupe du Monde 2026, comment ça va se passer? Parce que oui, il y a des bons joueurs qui arrivent. Hein. Kayode, Udogie, qui malheureusement n'a pas pu être à l'Euro parce que blessé, qui aurait fait énormément de bien d'ailleurs. C'est Udogie, c'est l'un de mes chouchous. Hein. Di Marco, je l'aime beaucoup, c'est l'un de mes chouchous. Udogie, c'est l'un de mes chouchous aussi. C'est à 51-49. Voilà. Di Marco, chouchou numéro 1 parce que c'est l'Inter. Mais Udogie, c'est mon chouchou numéro 2. Voilà. Je le dis, je le dis aussi. Mais Kayode aussi également, qui est d'ailleurs pisté par les plus gros clubs. Mais il va devoir avoir un changement profond parce qu'en 2026, si on arrive avec des joueurs comme ça en attaque, ils vont rien faire. Sauf si certains auront pris une dimension internationale, mais sinon ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Donc il va devoir y avoir une remise en question complète de cette situation-là. Et donc il va falloir vraiment se remettre en question. Et c'est logique et c'est normal que la Suisse se qualifie, c'est logique et c'est normal que l'Italie soit éliminée. Ce qu'elle avait montré durant les phases de poule, c'était qu'elle n'avait pas le niveau contre les tops équipes, elle gagne difficilement contre l'Albanie et c'est mérité. Et maintenant, il va falloir bosser. Spalletti, il va falloir bosser énormément. Travail de scouting, travail de fond pour créer une génération d'Italiens plus haut niveau. Et keep the faith, hein, tout simplement. En tout cas, cet Euro continue. Demain, bien sûr, le podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique. Là, au niveau des huitièmes de finale, d'ailleurs, ce lundi, il y a normalement la France qui joue également. Mais on va désormais faire
des petits posts à l'euro, parce qu'on est à l'heure, donc c'est à l'euro. Et vous aurez quasiment quotidiennement des épisodes jusqu'à la fin de l'euro sur diverses sélections, sur divers matchs, de manière à vous montrer que, comme la CAN qui s'était déroulée en Côte d'Ivoire, nous pouvons faire des formats quasi journaliers à ce niveau-là. C'est Cyrus pour parler un peu de l'Italie, cette déchéance entre parenthèses, ou plutôt la confirmation d'une parenthèse enchantée qui était 2021, une Italie qui en 2024 n'est tout simplement pas à son niveau, c'est-à-dire qu'une équipe outsider qui peut viser un huitième, voire un quart si affinité, mais certainement pas une équipe prétendante pour l'Euro. C'était Cyrus, see you next time and peace.